changer. Ah, c'est bien, j'avais jamais vu ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette webconférence du mois de mai. Je suis avec Frédéric Amirati. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et nous allons donc faire un topo sur les droits à la retraite des dirigeants d'entreprise. On rappelle que cette webconférence est enregistrée et que vous pourrez télécharger le support qui sera présenté à la fois sur Webikeo, mais vous le retrouverez aussi sur le site internet d'Audience. Vous avez sur la partie droite de votre écran un petit endroit pour poser vos questions, c'est la fameuse zone de chat. N'hésitez pas à poser les questions. On y reviendra soit à l'issue de notre webconférence, soit peut-être vous aurez les réponses au fur et à mesure de vos questions. Nous commençons sans plus tarder par un petit partage d'écran. Voilà, donc on est parti pour entre 30 et 45 minutes sur ce sujet des droits à la retraite du dirigeant d'entreprise. Le plan que l'on vous propose, 4 grandes parties. On va commencer, comme notre habitude, par quelques rappels, notamment sur les régimes sociaux, parce que, vous le savez, en tant que dirigeant d'entreprise, selon le type d'entreprise, pour le coup, eh bien, votre régime social peut osciller entre travailleurs salariés et travailleurs non salariés. On va commencer par un petit rappel là-dessus. Ensuite, deuxième partie, les grands mécanismes des systèmes de retraite. Troisième partie, les droits, qui se scindent en ce qui concerne la retraite obligatoire entre régime de base et régime complémentaire. Et puis, je pense qu'on aura le temps de faire un petit point important sur les règles du cumul emploi et pension retraite. Mais commençons tout de suite par quelques fondamentaux. Il y a, alors schématiquement, on va dire 3 grands régimes en matière de protection sociale. Le régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs non salariés, et puis ce que l'on a indiqué dans fonction publique, tous les régimes liés à la fonction publique, mais aussi un certain nombre de régimes spéciaux. En tant que dirigeant d'entreprise dans le secteur privé, on va se concentrer sur les 2 principaux régimes, TS d'un côté, travailleurs salariés, TNS de l'autre, et on va voir dans le détail pour quel type d'entreprise on se retrouve dans tel ou tel régime. Alors, pour bien identifier le régime social du dirigeant d'entreprise, il faut commencer par, pour le coup, l'entreprise. Là aussi, soyons synthétiques, on a 3 grandes catégories d'entreprises. Nous restons toujours du côté de la réglementation du droit privé. On a 3 grandes catégories. Les sociétés, on rappelle la définition de la société, c'est la réunion de plusieurs personnes dans le but de développer une activité pour partager le bénéfice qui pourrait ressortir de l'activité. On a l'association. La définition de l'association, selon la loi de 1901, tout le monde la connaît, c'est l'association d'au moins 2 personnes dans un but autre que de partager le bénéfice qui pourrait résulter de l'action commune. Et puis, 3e grande catégorie, l'entreprise individuelle. C'est le terme officiel, entreprise individuelle, même si parmi les vocabulaires que l'on peut avoir, on retrouve travailleurs indépendants, self-employed pour les anglo-saxons, les personnes qui sont à leur compte. Bref, on parle de l'entreprise individuelle. Et donc, la particularité, c'est que selon le type d'entreprise, entreprise étant un terme générique, selon le type d'entreprise dans lequel on travaille, le dirigeant va relever soit du régime des travailleurs salariés, soit du régime des non-salariés. Alors, commençons par les sociétés. C'est assez simple. Le dirigeant au sein d'une SARL, le gérant majoritaire de la SARL relève du régime des travailleurs non salariés. Donc, il ne perçoit pas un bulletin de salaire, il perçoit une rémunération de gérant sur laquelle les cotisations sont différentes de celles du travailleur salarié. Pour les autres dirigeants, donc gérant minoritaire de SARL, président de société anonyme,
présidents de sociétés par action simplifiée, entre autres, ils relèvent du régime des travailleurs salariés. Donc, s'ils sont rémunérés au titre de leur activité de dirigeant, eh bien, on retrouvera un bulletin de salaire avec les mêmes cotisations que les travailleurs salariés au sens subordonné. En ce qui concerne l'association, alors, on rappelle que les personnes qui sont à la tête de l'association, les personnes qui sont dans le conseil d'administration, œuvrent à titre bénévole. Il y a une gestion désintéressée, et dans la gestion désintéressée de l'association, parmi les critères, il y a la gestion à titre bénévole. Donc, bénévole, pas de rémunération. Cependant, c'est juste un petit aparté, la réglementation fiscale notamment donne la possibilité aux associations de rémunérer leurs dirigeants de droit dans une certaine limite. On ne rentre pas dans ce cas de figure-là, étant donné que le principe, c'est malgré tout une non-rémunération pour les membres du conseil d'administration. En revanche, un directeur d'association, lui qui est opérationnel, qui n'est pas dans le conseil d'administration, lui relèvera du régime des travailleurs salariés parce que pour le coup, quand bien même il est directeur, il est bien sous la subordination juridique des membres du conseil d'administration, président en tête. Et enfin, pour les personnes qui relèvent du régime pour les personnes qui développent leur activité au sein d'une entreprise individuelle, eh bien, ils relèvent, pour le coup, assez logiquement, du régime des travailleurs non salariés. Ils sont seuls au sein de leur structure. Voilà déjà la présentation. Donc, conclusion, on a deux grands régimes, travailleurs salariés, travailleurs non salariés. Je vais passer maintenant la parole à Frédéric pour rappeler les grands mécanismes de la retraite. Alors, on est bien d'accord que, de toute façon, l'ensemble des régimes de retraite obligatoires sont des systèmes de retraite par répartition. Ça, je pense que vous le savez tous. Et donc, ce principe de répartition, il prévoit donc que les cotisations qui sont prélevées à l'employeur et aux salariés sur sa rémunération sont immédiatement reversées sous forme de location à des retraités. Donc là, on est sur un principe global de l'ensemble du fonctionnement social en France, que ce soit aussi bien sur la couverture maladie ou autre, de ce principe donc de transfert immédiat. Il n'y a aucun moment où on a une capitalisation ou autre qui est mise de côté sur ces sommes prélevées en termes de cotisation. Pour bien comprendre, là, on a sur l'écran salariés et entreprises versent les cotisations. On est sur le même principe si la personne est travailleur indépendant. Complètement. Que ce soit sur le régime de sécurité sociale des indépendants, que ce soit le régime complémentaire des indépendants, que ce soit à la CIPAV, tous ces régimes-là, qui sont des régimes obligatoires, appliquent ce même principe de répartition. Voilà. Et donc, il faut opposer ça aux régimes qui sont connus par capitalisation, où là, effectivement, un individu, ou éventuellement une organisation, va verser des primes. Alors on appelle plus ça des cotisations. On verse des primes qui, elles, sont capitalisées sur un support quelconque, qui va derrière lui permettre de constituer une retraite supplémentaire qui lui sera versée. Et d'ailleurs, on utilise justement dans ce cas-là ce terme de retraite supplémentaire à différencier du terme de retraite complémentaire qui est en général utilisé pour justement les retraites complémentaires obligatoires par répartition. Donc, sur les régimes par capitalisation, on va retrouver donc plusieurs systèmes classiques de support, d'assurance vie, d'épargne d'entreprise, etc. Je me permets juste de vous interrompre parce qu'il y a deux personnes qui signalent qu'ils ont des problèmes de connexion. Donc, ils ont beau essayer de se déconnecter. Ça indique toujours que le live va commencer. Donc, ils n'arrivent pas du tout à accéder à la session. Donc, il faut effectivement qu'ils rafraîchissent leur page. C'est la seule solution de notre côté. Voilà, donc pour les personnes qui auraient des soucis de connexion, comme nous indique Bettina qui surveille le chat, malheureusement, comme c'est des cas individuels, il faut revoir au niveau de votre connexion à ce niveau-là, parce que pour l'ensemble des participants, sinon ça fonctionne. Alors, donc, on revient là du coup sur les régimes par répartition obligatoire. Donc, comme je disais, alors, au niveau principalement des activités de salariés, mais aussi pour les travailleurs indépendants, on a donc un régime de base qui est en général géré par la sécurité sociale, donc l'assurance retraite pour la partie salariée, la sécurité sociale des indépendants pour la partie travailleurs indépendants, justement,
la CIPAV donc pour certaines professions, et puis à chaque fois des régimes de retraite complémentaires, donc l'AGIRC et l'ARCO bien sûr pour les salariés, le régime complémentaire des indépendants pour les travailleurs indépendants, et à la CIPAV aussi, nous avons un régime de retraite complémentaire. Et donc, pareil, comme je disais, on va avoir, comme on a fait précédemment sur l'opposition, donc les régimes par capitalisation, qui là pour le coup sont des régimes facultatifs. Il peut y avoir une obligation, d'ailleurs éventuellement quand un produit collectif est mis en place dans une entreprise, mais en aucun cas une entreprise n'est obligée de mettre en place ce genre de système. C'est pour ça qu'on est bien sur des systèmes facultatifs. Et donc aujourd'hui, on a les deux grandes familles, le PER-I pour la retraite supplémentaire individuelle et le PERCO pour la retraite supplémentaire collective, qui peuvent donc être mis en place avec les systèmes que vous connaissez d'abondement, etc., sur l'ensemble de ces produits. Entendu. Alors, on continue toujours dans les points fondamentaux du système. Et là, on revient sur les régimes obligatoires et on va rapidement faire une petite comparaison entre le régime de base et les régimes complémentaires. Tout à fait. Donc, on l'a dit, les deux sont des régimes par répartition, mais j'allais dire que leur similitude souvent s'arrête là, puisque au niveau des régimes de base, les régimes de base de sécurité sociale ou autres, on a bien sûr une validation par annuité. Vous savez, vous avez une acquisition de trimestre. Et on peut dire que du coup, on est sur un régime à prestations définies, puisque par rapport au montant des salaires qui sont des salaires plafonnés auprès de la sécurité sociale, vous le savez, on va le revoir juste après. Et donc, on peut imaginer que dès lors que l'on sait sur quelle base de salaire plafonné on cotise, on peut quasiment déterminer à quelques euros près le montant de la future retraite. Et donc, on a par opposition le régime des retraites complémentaires, où là, vous avez bien évidemment un système d'acquisition par points, calculé donc sur un salaire annuel brut. Et donc là, on a plutôt une définition des cotisations. Mais comme on ne peut pas forcément connaître l'évolution de la valeur du point de sortie, enfin la valeur du point au moment de la sortie, etc., il est un peu plus difficile de pouvoir pronostiquer, entre guillemets, le montant futur de la retraite. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt de régime à cotisation définie. Même si, bien évidemment, on sait que les paramètres valeur de points, par exemple, n'ont jamais baissé. Donc on peut déjà faire une petite extrapolation par rapport aux valeurs actuelles, et puis que là aussi, les mécanismes de calcul sont quand même connus, ce qui peut quand même permettre de projeter et d'estimer les montants futurs à la retraite avec une certaine marge d'erreur, mais quand même relativement proche. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, au niveau du régime de base, on a donc des cotisations qui sont limitées au plafond annuel de sécurité sociale. Pour rappel, en 2022, il est de 41 136 € brut annuels. Il évolue bien sûr tous les ans. Alors même si là, on a connu 2 années particulières pendant lesquelles ce plafond a été figé, mais sinon, le principe est donc d'avoir son évolution tous les ans. Par opposition aussi, au niveau des régimes de retraite complémentaires, les cotisations sont limitées à 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Donc, vous voyez qu'on a une assiette qui est beaucoup plus large au niveau des régimes de retraite complémentaires, puisque, grosso modo, il faut avoir une rémunération annuelle brute qui va dépasser a priori les 320 000 € bruts par an pour arriver à des niveaux de rémunération qui ne seraient pas soumis à cotisation pour l'acquisition des points de retraite complémentaires. Ok, donc on a bien compris, on a systématiquement que l'on relève du régime des travailleurs non salariés ou du régime des travailleurs salariés, on a systématiquement, de manière obligatoire, des cotisations au titre du régime de base, géré par la sécurité sociale, et des cotisations au titre d'un régime complémentaire. Pour les premiers, on a des cotisations dans la limite du plafond de la sécurité sociale, et dans le deuxième cas, pour la retraite complémentaire, on a des cotisations dans la limite de 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Bien. Alors, maintenant, on va rentrer dans le calcul avec un jeu de questions-réponses. Alors, première partie, on reste sur la retraite de base, la retraite gérée par la sécurité sociale, c'est la branche assurance-retraite d'ailleurs. Première question, très large, quels sont donc les éléments du calcul qui vont être utilisés par les personnes qui vont s'occuper de la liquidation? Alors, principalement, évidemment, on a des notions d'âge, puisque vous savez qu'il y a un âge légal pour pouvoir bénéficier de sa retraite au niveau du régime de base. Si je me présente auprès de la sécurité sociale à 55 ans en disant
je souhaite liquider mes droits à la retraite maintenant, même si vous allez me verser très peu, j'aurai bien évidemment un refus de la sécurité sociale, puisqu'il y a un âge minimum qui aujourd'hui est fixé à 62 ans pour pouvoir bénéficier de sa retraite. Voilà. L'âge de 67 ans est important puisque c'est l'âge où on est complètement sûr d'avoir sa retraite dite à taux plein. On va revenir tout à l'heure dans les éléments de calcul. On va voir pourquoi on appelle justement ce principe de bénéficier de sa retraite à taux plein. Et donc, à 67 ans, on sait qu'on a d'office sa retraite à taux plein puisque la définition, l'utilité du nombre de trimestres à partir de l'âge légal ne joue que pour les gens qui partent à la retraite avant 67 ans. Petit rappel, c'est qu'effectivement, normalement, un employeur ne peut mettre d'office un salarié à la retraite qu'à l'âge de 70 ans. C'est-à-dire qu'avant cet âge-là, le départ à la retraite se fait normalement uniquement à l'initiative de l'individu. Sur la validation des trimestres, donc là aussi, petite idée reçue, c'est complètement déconnecté de la durée d'activité. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé du 1er janvier au 31 décembre que j'ai acquis 4 trimestres. C'est parce qu'en fait, au travers de mes cotisations, j'ai acheté ces 4 trimestres cotisés, puisque là, on est bien sur la validation des trimestres issus de l'activité professionnelle. On va parler de la validation des trimestres pour l'inactivité. Et vous voyez, on a un trimestre de validé dès lors qu'on va percevoir au moins 150 fois le SMIC horaire. Donc finalement, assez rapidement, sur une année, je peux avoir mes 4 trimestres cotisés, puisque ça veut dire qu'on est à peu près sur un niveau de rémunération qui est de l'ordre de 1 600 € brut. Donc, dès lors que sur l'année, je vais avoir 4 fois 1 600 € brut, eh bien, j'aurai mes 4 trimestres cotisés. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a un point, enfin, parfois une question qui arrive qui est, mais alors du coup, si on dit que grosso modo 150 fois le SMIC horaire, c'est à peu près 1 600 €, si au cours d'un mois, je perçois 4 fois 1 600 € d'un coup, avec un gros salaire, du coup, ça y est, j'ai mes 4 trimestres. Alors, on n'aura pas exactement 4 trimestres, puisque, je vous rappelle, on est dans un régime plafonné, et ce plafond qui se découpe à l'année se découpe aussi mensuellement. C'est-à-dire que si j'ai 4 fois 1 600 € sur un mois, sur la base de cotisation que j'aurai sur mon bulletin de salaire, dont on verra des exemples tout à l'heure, j'aurai atteint du coup le plafond mensuel de sécurité sociale et je ne pourrai pas avoir mes 4 trimestres. Mais effectivement, en 2 ou 3 mois d'activité professionnelle, je peux, si j'ai une bonne rémunération, avoir validé mes 4 trimestres sur l'année. Et ça va marcher tout au long de sa carrière, dès lors qu'on va avoir derrière des années pleines, qu'on a du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a qu'une seule exception à cette règle de la validation des trimestres par l'argent. C'est évidemment le moment où ça serait le plus intéressant, c'est lors du départ à la retraite, puisque s'il me manque 2 trimestres pour partir à ma retraite à taux plein, je vais être obligé d'attendre à date le 1er juillet de l'année en cours, même si entre janvier et février, j'ai acquis suffisamment de rémunération pour valider les 2 trimestres manquants, et bien là, pour le coup, la sécurité sociale va revenir à une logique de temps et me donner ma retraite à taux plein qu'à partir du 1er juillet. Très bien. Voilà. Alors, troisième question, est-ce qu'il faut du coup prendre un nombre minimum de trimestres pour prendre sa retraite ? Non, il faut juste, alors pour avoir droit à une retraite, il faut donc avoir l'âge minimum, on l'a dit tout à l'heure, il faut quand même avoir un minimum travaillé, avoir acquis des droits, mais il n'y a pas de nombre de trimestres minimum. Évidemment, si j'ai peu de trimestres, on imagine que le montant de la retraite va être aussi assez faible. Voilà. Donc c'est plutôt que le nombre de trimestres va conditionner, comme indiqué sur le document, le moment où on va pouvoir bénéficier de sa retraite sans minoration. Alors maintenant, on va rentrer donc dans le calcul qui est fait vraisemblablement par les personnes qui travaillent à l'assurance retraite à partir du moment où on demande la liquidation de sa retraite. Complètement. Alors je crois qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres, tout à fait. Alors le premier élément déterminant, c'est évidemment le revenu annuel moyen. Donc la sécurité sociale va lister l'ensemble des rémunérations que vous avez eues tout au long de votre carrière, toujours limité au plafond, bien sûr, puisque nous sommes à l'assurance retraite. Donc, elle reprend tous ces salaires, elle leur applique un coefficient de revalorisation, puisque, évidemment, elle sait très bien qu'une rémunération des années 80 n'est pas comparable avec une rémunération des années 2000 et des années 2020. Donc, elle va appliquer des coefficients de revalorisation qui évoluent tous les ans. Et une fois qu'elle a revalorisé tous ses salaires, elle va retenir les 25 meilleurs.
pas forcément du coup les 25 derniers, mais bien les 25 meilleurs que j'aurais eu tout au long de ma carrière. Et elle va en faire une moyenne de ces 25 meilleures années de salaire qui va déterminer mon revenu annuel moyen qui sera enregistré au niveau de la sécurité sociale et qui va servir de première base pour bénéficier de sa retraite. Et ceci dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Exactement. Parce que si jamais, imaginons que la moyenne de mes 25 meilleures années, ça soit 100 000 euros, étant donné que, comme on l'a dit tout à l'heure, le plafond de la sécurité sociale, à ce jour, il est à peu près de 40 000 euros, eh bien, ok, très bien, j'ai perçu en moyenne 100 000 euros sur 25 meilleures années, ok, très bien pour moi, mais pour le calcul, on ne prendra à chaque calcul fois que dans la limite du plafond. Tout à fait, Pascal. Alors, deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le taux qui va du coup être appliqué à ce revenu annuel moyen, et c'est justement de là que vient l'appellation du taux plein, puisque dès lors que je remplis les conditions pour avoir droit à ma retraite au taux maximum, la sécurité sociale va appliquer ce taux de 50%. Alors, je sais, ça peut paraître paradoxal, mais le taux plein maximum pour la sécurité sociale, c'est bien la moitié. Donc, ça veut dire qu'au mieux, j'ai 50% de la moyenne de mes 25 meilleures années de salaire. Et donc, si jamais je faisais le choix de partir à la retraite dans une situation où je ne peux pas bénéficier de ce taux plein, eh bien, ça veut dire que la sécurité sociale va appliquer un taux inférieur, 49, 45, etc., sachant que le taux le plus bas aujourd'hui appliqué à la sécurité sociale est de 37,5. Voilà. Au plus bas, j'ai 37,5% de la moyenne de mes 25 meilleures années. Alors, on va voir, je crois, dans le troisième paramètre, l'incidence des trimestres. Mais juste une question avant. Est-ce qu'il est possible d'avoir un taux plus élevé que ce taux plein? Alors, le taux ne sera jamais plus élevé que 50% dans le calcul. Par contre, j'ai la possibilité éventuellement de faire augmenter le montant de ma retraite sécurité sociale si je choisis de travailler au-delà du moment où je remplis justement les conditions pour obtenir ma retraite à taux plein, puisque du coup, la sécurité sociale va faire exactement le même calcul, sauf que derrière, elle va venir majorer le montant qu'elle aura calculé d'un certain nombre de pourcentages dès lors que j'ai travaillé après le moment où je remplis les conditions en taux plein. En fait, cette règle est assez simple puisque la sécurité sociale majore de 1,25% par trimestre plein civil travaillé après la date à laquelle j'ai droit à ma retraite à taux plein, grosso modo 5% par an. Alors, on arrive maintenant au troisième et dernier paramètre. Exactement, c'est-à-dire que la sécurité sociale va quand même derrière vérifier aussi que la durée d'assurance que j'ai acquis, le nombre de trimestres que j'ai effectivement validé dans son régime, est bien en rapport avec la durée de référence, c'est-à-dire le nombre de trimestres dont je dois bénéficier pour avoir ma retraite à taux plein. Et donc, la plupart du temps, on a un ratio là qui est équivalent à 1, mais dans ce qu'on disait tout à l'heure en haut du slide, à savoir que à 67 ans, quel que soit mon nombre de trimestres, j'aurai ce fameux taux plein de 50%, je peux me retrouver dans une situation qu'on va voir par la suite dans les exemples, qui dit qu'à 67 ans, certes, j'ai mon taux plein puisque c'est d'office, j'ai l'âge, mais si je n'ai à ce moment-là validé que une centaine de trimestres, alors que normalement, il m'en faudrait 170, par exemple, pour prendre ma retraite à taux plein, eh bien, la sécurité sociale va proratiser le montant que j'aurais acquis sur les deux premiers éléments, donc les 50% de la moyenne des 25 meilleures années, par rapport au nombre de trimestres que j'aurais effectivement validé dans son régime auprès de ma carrière. Et ça joue en particulier pour des gens qui sont multi-régimes. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui va avoir travaillé pendant une certaine durée, comme justement, je ne sais pas moi, avocat, et qui aura donc cotisé à un des régimes spéciaux dont Pascal parlait tout à l'heure, la sécurité sociale va bien prendre en compte cette durée de travailleur à son compte en tant qu'avocat pour déterminer à quel moment j'ai droit à ma retraite à taux plein. Par contre, cette même durée ne rentrera pas dans cette proratisation puisque j'ai des trimestres qui ont été validés par un autre régime, que cet autre régime va lui-même me verser une retraite, puisque si j'ai cotisé à la caisse du barreau, forcément j'aurai une retraite de la caisse du barreau. Et du coup, la Sécu dit je ne peux pas vous donner l'intégralité de vos droits comme si vous aviez fait toute votre carrière dans mon régime, puisque vous avez des droits ailleurs. Et donc, on peut avoir comme ça des petites différences quand on a une multiplicité de statuts tout au long de sa vie professionnelle. Je reviens sur ce dernier paramètre. On est donc sur une division entre
le nombre de trimestres acquis, donc au numérateur, et le nombre de trimestres requis au dénominateur. Oui. Dans le meilleur des cas, alors en mode tout va bien, c'est 1. 1, exactement. Voilà. Ça peut être 1, quelque chose si j'ai... C'est jamais supérieur à 1. Non, la sécurité sociale n'est pas généreuse à ce point-là. Ah, zut. D'accord. Même si j'ai fait beaucoup plus de trimestres que requis, au maximum, là, j'aurai un ratio de 1. D'accord. Voilà, c'est 1 ou plus bas, mais pas plus que 1. Et donc plus bas, si jamais je n'ai pas acquis le nombre de trimestres requis selon mon année de naissance. Exactement. D'accord. Donc, en finale, le résultat de ces 3 paramètres donne le montant de la pension que je perçois de la part de la sécurité sociale. Exactement. OK. Bien. Et c'est sur ce montant-là que s'appliquera une éventuelle surcote si je veux travailler et non pas dans les paramètres de calcul. D'accord. C'est ça. Alors, le tableau qui arrive à l'écran, c'est le tableau très personnel. Chacun se reconnaîtra en fonction de son année de naissance, donc dans la première colonne, et chacun verra dans la deuxième et troisième colonne, pour le coup, le nombre de trimestres requis et mécaniquement l'âge à partir duquel, et aussi l'âge à partir duquel on peut partir à la retraite. Absolument. Alors, bémol important sur ce tableau, vous voyez, on vous a mis, ça c'est les règles aujourd'hui. Bien évidemment, tout le monde sait qu'une réforme de retraite va sûrement voir le jour d'ici la fin de l'année, puisque dans les nouvelles orientations, on nous parle de quelque chose qui viendrait après l'été, et que cette future réforme, contrairement à celle qui avait été envisagée en 2019, où on était sur une réforme qui, elle, visait à changer le système, puisqu'on voulait regrouper l'ensemble des différents régimes de retraite dans un seul, un régime universel, entre guillemets. Là, pour l'instant, cette grande ambition de réforme dite systémique, elle est abandonnée, et on va revenir par contre sur une réforme paramétrique telle que déjà connue dans le passé, avec justement cet allongement de la durée de cotisation par rapport aux années de naissance et aussi ce décalage au niveau de l'âge légal. Donc, pour les gens nés jusqu'en 61, 62, voire début 63, l'échéance étant relativement proche, il ne devrait sans doute pas y avoir d'impact. Par contre, pour les gens nés à partir de 1964, il faudra vérifier dans la future loi et surtout le futur décret d'application, si oui ou non vous êtes concerné et si oui, dans quelle mesure. Est-ce que c'est un trimestre de plus, 2 trimestres de plus? Est-ce que c'est un âge de départ non plus à 62 ans, mais à 62 ans et 3 mois ou 62 ans et 6 mois, etc. Ça, c'est des paramètres qui vont forcément évoluer dans le cadre de cette réforme. On revient juste pour bien comprendre l'origine finalement des droits en quelque sorte. Vous avez à l'écran un bulletin de salaire. Alors c'est un exemple, donc là on a pris un dirigeant salarié, donc président d'une SAS par exemple. Imaginons que au cours du mois de janvier, il perçoive une rémunération brute pour son travail de président au cours du mois de janvier. Le plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est 3 428 €. La cotisation d'assurance retraite, donc retraite de base, qui sert pour la détermination du salaire annuel moyen, elle est plafonnée. Donc là, dès lors que le salaire excède le plafond, on voit bien la ligne assurance vieillesse trancha qui a une base de calcul non pas de 4 000, mais de 3 428. On voit bien le mécanisme. Tout à fait. On rebascule sur des questions-réponses. Alors, la première question, c'est j'ai 62 ans, j'ai un revenu annuel moyen de 65 000 €, donc il a déjà été calculé. Je suis né en 1960, j'ai acquis 167 trimestres. Quel sera le montant de ma retraite de base? Arrive à l'écran la réponse avec, vous vous souvenez, les 3 paramètres du calcul. Première étape, le salaire annuel moyen limité au PASS, donc qui sera dûment calculé par l'assurance retraite. Le taux, 50%. Pourquoi taux plein? Parce que, âge légal, bien sûr, mais surtout, le ratio entre le nombre de trimestres requis entre le nombre de trimestres acquis et le nombre de trimestres requis selon mon année de naissance est de 1. Donc, on aura vraisemblablement 50% d'un montant assez proche du plafond de la Sécu.
À peu près assez proche du plafond de la Sécu. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui part à la retraite en ayant effectivement pendant 25 ans été au moins au plafond annuel de sécurité sociale, son salaire annuel moyen, il tourne à peu près autour de 37 000 euros et ça lui fait une retraite mensuelle de 1 563 euros bruts par mois de la sécurité sociale, pour être très précis. Entendu. Voilà. Eh oui, donc en fait, ce plafond, il est en effet proratisé. Ce n'est pas le plafond de l'année où l'on part. Non, c'est la moyenne des 25 meilleurs plafonds chaque année. Entendu. Pour vous donner un exemple, quand on est passé à l'euro en 2002, le plafond annuel de la sécurité sociale à ce moment-là était de 28 224 euros. Donc on voit qu'entre 2002 et maintenant, on est passé de 28 000 à 41 000. Et donc forcément, cette proratisation, enfin cette limitation qui se passe tous les ans, a un impact sur le salaire annuel moyen. Alors, deuxième question, j'ai toujours 62 ans, mais j'ai un revenu annuel moyen de 30 000 euros. Je suis né en 1960, mais j'allais dire, je n'ai acquis que 150 trimestres. Quel sera le montant de ma retraite de base? Alors, a priori, 30 000 euros, étant donné que je suis en dessous de la moyenne des 25 plafonds, tout à fait. Multiplié par alors un taux qui n'est pas le taux plein. Pourquoi? Parce que d'une part, je n'ai pas 67 ans, et d'autre part, je vais avoir un 0, quelque chose lors du calcul entre le nombre de trimestres acquis et le nombre de trimestres requis. Tout à fait. Voilà, donc un impact au niveau du taux et un impact au niveau de la proratisation. Dernière question, j'ai 68 ans, j'ai un revenu annuel moyen de 40 000 euros, je suis né en 1954, j'ai acquis 160 trimestres. Quel sera le montant de ma retraite de base? Alors, vous avez bien compris qu'on bascule sur la troisième grande situation. Donc, le salaire annuel moyen, alors là, je me suis un peu avancé, ça risque sans doute pas d'être 40 000 euros. Un peu en dessous de 40 000 euros, tout à fait. On est d'accord. Mais 68 ans déjà, on imagine que c'est dans le futur, donc on y arrivera un jour. Voilà. 50% le taux plein. Pourquoi? Parce que j'ai 68 ans, justement, j'ai plus de 67 ans, donc quoi qu'il arrive, j'aurai le taux plein. C'est ça. Mais j'aurai quand même un élément qui va minorer mon calcul, de par le fait que, par rapport à mon année de naissance, je n'ai pas le nombre de trimestres requis. Tout à fait. Bien. Alors, maintenant, j'allais dire sans transition, on bascule. Alors, ça va être plus simple quand même du côté de la retraite complémentaire, c'est-à-dire le calcul. Tout à fait. Alors, on commence par, on revient sur le bulletin de salaire. C'est le même que tout à l'heure. C'est un exemple. Un dirigeant assimilé salarié, président de SAS par exemple, il est à 4 000 euros sur le mois. Eh bien, on voit bien dans la deuxième partie du bulletin qu'il y a, pour la retraite complémentaire, une partie des cotisations qui sont dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale, et ce qui dépasse, donc entre 3 428 et 4 000 euros, eh bien, ça bascule dans ce qu'on appelle en tranche 2. Donc, il y a toujours, dans tous les cas, des cotisations. Bien. Cotisations qui génèrent des points. Absolument. Donc, on a effectivement ce revenu cotisé qui va déterminer par rapport au taux de cotisation le nombre de points que je vais avoir acquis. Donc, on parle bien de ce salaire annuel brut, donc toujours limité à 8 fois le plafond de sécurité sociale, mais quand même dans son intégralité. Donc, il va être un revenu cotisé. Et on obtient des points de retraite complémentaires dont on sait au jour d'aujourd'hui la valeur de sortie, c'est-à-dire l'élément qui permet de calculer derrière le montant de la retraite, est aujourd'hui fixé à 1,2841 €. On espère, compte tenu des circonstances économiques, qu'il va augmenter sans doute pour la fin de l'année. OK. Alors, mais j'avais dit que c'était plus simple, mais il y a quand même une petite quelque chose. On a un petit piège au niveau de la validation des taux. En fait, si vous prenez, j'allais dire de façon un peu brute, les taux de cotisation qui apparaissent sur le bulletin de salaire, ils ne vont pas vous donner le nombre de points que vous aurez acquis. Pourquoi? Parce qu'en fait, les points sont calculés à partir de ce qu'on appelle les taux contractuels, c'est-à-dire les taux qui ont été fixés par les partenaires sociaux et qui permettent donc justement de calculer le nombre de points acquis par un individu chaque année par rapport à son revenu. Et ce n'est pas ce taux-là qui sert à déterminer le montant de la cotisation. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle un taux d'appel, donc un élément qui vient majorer en fait ce taux contractuel pour pouvoir évidemment augmenter
le financement des régimes de retraite. Et donc, évidemment, le taux qui est indiqué sur le bulletin de salaire et qui sert donc à appeler le montant des cotisations, c'est bien ce taux contractuel majoré du taux d'appel. Donc là, on a ce qu'on appelle le taux appelé, donc, qui est cette majoration. Vous voyez que c'est loin d'être neutre, puisqu'aujourd'hui, ce taux d'appel, il est quand même fixé à 127%. C'est-à-dire que dans l'absolu, ça veut dire que vous achetez, entre guillemets, 127%, quelque chose qu'on vous valide à 100%. Mais c'est un moyen qui a été choisi par les partenaires sociaux pour évidemment aider au financement des régimes de retraite. Alors, c'est pas nouveau, hein. Ça a été imaginé dès la structuration des régimes de retraite complémentaires. Et pour preuve, au début, dans les années 40, le taux d'appel était inférieur, si vous voulez, au taux contractuel. Il était en dessous de 100%. Pourquoi? Parce qu'on considérait que les cotisations qui étaient versées immédiatement suffisaient pour l'équilibre des régimes par rapport aux prestations versées. Dans un deuxième temps, de mémoire jusqu'aux années 70, le taux d'appel était de 100%. Et ensuite, au regard à la fois des difficultés économiques et aussi des enjeux démographiques, eh bien, on a augmenté le taux d'appel. Donc, rien de nouveau sur le mécanisme. En fait, c'est quelque chose qui est un petit peu corrélé avec l'évolution de l'âge légal de départ en retraite, puisque au début, à la création de la sécurité sociale, cet âge légal était fixé à 65 ans. Il a ensuite été ramené à 60 ans dans une époque où on imaginait que la vie économique allait pouvoir se poursuivre dans des conditions tout à fait favorables. Et puis au fil du temps, on s'est rendu compte que ça ne tenait pas. Et donc, on est de nouveau revenu dans un décalage dans l'autre sens de cet âge légal de départ. Et donc, le taux d'appel vient un peu jouer là aussi sur ces paramètres. Bon, si on se résume, on a donc, quel que soit le régime social du dirigeant, qu'il soit travailleur salarié ou travailleur non salarié, on a au minimum une pension assurance retraite, régime de base, et une pension retraite complémentaire. Donc, on a deux rémunérations qui arrivent lorsqu'on en est à la retraite. Tout à fait. Quelques mots, même si tu l'évoquais tout à l'heure, sur une prochaine réforme. Je te laisse la main. Comme je disais, on avait à un moment, enfin en 2019, il y avait une volonté d'une réforme systémique, donc une modification vraiment de fond, puisque là, le principe était de dire que l'ensemble des régimes de retraite existants allaient se retrouver finalement en un seul. Pour l'anecdote, sachez qu'il y a quand même aujourd'hui 36 régimes de retraite en France, donc c'est pas 3 ou 4. Quand on prend tous les régimes particuliers, ça va quand même chercher loin. Et donc là, l'idée, c'est d'en faire un seul. Alors, il y avait une deuxième mouture où on disait, on va peut-être pas en faire qu'un seul, mais on va en faire 3, les fameuses 3 grandes catégories que Pascal présentait en début, c'est-à-dire les salariés, les non-salariés, et puis les régimes spéciaux. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, tout ça a été abandonné suite, évidemment, à tous les mois sociaux, si je peux me permettre, qui avaient provoqué cette volonté de réforme. Et là, on est revenu donc sur ces réformes paramétriques. On décale un peu l'âge, on allonge la durée de cotisation, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne reverra pas un jour ou l'autre une réforme systémique. Ça reste a priori une ambition de fond de notre actuel président, mais ce n'est pas celle qui va se mettre en place pour l'instant. Alors, je propose maintenant de terminer avec quelques mots sur le cumul emploi-retraite. Le cumul, son nom l'indique, c'est la possibilité, sous condition que l'on va voir, de cumuler une rémunération liée à un emploi que l'on a repris et une pension retraite. Alors, on est bien d'accord que, comme son nom l'indique, le cumul emploi-retraite veut dire que j'ai pris ma retraite. Et pour prendre ma retraite, je dois cesser mon activité. Vous verrez que sur tous les imprimés de demande de retraite, vous avez une attestation sur l'honneur comme quoi vous engagez à cesser votre activité. Donc là, on est bien dans l'idée qu'on a une rupture du contrat de travail, enfin une cessation de l'activité de non-salarié. On liquide l'ensemble de ces retraites, voilà, donc à la Sécu, au régime complémentaire, etc. Et on les liquide à taux plein.
Ça se connecte. Il faut que tu repartages. Non, il faut que tu repartages. D'accord. Oui, excusez-nous, on a eu une petite coupure technique, mais logiquement, vous avez dû récupérer. Donc, je disais, à partir du moment où je pars à la retraite à taux plein, toutes mes retraites, je dois tout liquider, et que j'ai au moins atteint l'âge légal, donc de 62 ans, ce cumul emploi-retraite, il est complètement libre. En fait, il est limité dans certaines situations, alors dans lesquelles, eh bien, quand je suis parti à la retraite, ce qu'on appelle au titre des carrières longues. Vous savez, c'est ce dispositif qui reconnaît aux gens qui ont commencé à travailler très jeunes et qui ne se sont jamais arrêtés de pouvoir partir à la retraite avant l'âge légal de 62 ans, en l'occurrence à partir de 60. Donc, si je suis effectivement parti à la retraite au titre des carrières longues et que je n'ai pas encore atteint 62 ans, que je n'ai pas encore atteint l'âge légal, ou si je suis parti à l'âge légal mais avec une retraite minorée, donc je n'ai pas liquidé mes retraites à taux plein, ou si je suis parti à 62 ans à taux plein mais dans des conditions particulières, en l'occurrence, je pense particulièrement à l'inaptitude, voilà, donc dans des conditions où je bénéficie d'une retraite à taux plein mais pour une situation médicale particulière, eh bien, dans ces cas-là, tant que je n'ai pas atteint, alors soit l'âge légal de 62 ans si je suis parti au titre des carrières longues, soit l'âge automatique du taux plein 67 ans quand je suis parti avec une retraite minorée ou une retraite pour l'inaptitude, eh bien, pendant ce laps de temps, je suis dans ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite limité. Alors, cette limite, elle se situe à deux niveaux. Principalement, c'est que déjà, je dois attendre 6 mois pour pouvoir reprendre une activité chez mon dernier employeur, parce que les cas de cumul emploi-retraite sont quand même assez fréquemment celles qui se font avec le dernier employeur. Donc là, je dois attendre au moins 6 mois. Et puis, j'ai une limitation de ma rémunération en tant que salarié qui dit que ma retraite que je perçois plus mon nouveau salaire doit être inférieure soit à mon dernier salaire perçu, qui est en général le cas le plus fréquemment rencontré, donc j'avais 4 000 € par mois, eh bien, si jamais ma retraite plus mon nouveau salaire de reprise d'activité dépasse les 4 000 €, là, je vais être écrêté de mes pensions de retraite. Ou alors, si j'avais une petite rémunération, on va comparer ce cumul de retraite et de nouveau salaire à 160% du SMIC. Voilà. Donc ça, c'est un cas, mais qui s'applique, je vous dis, dans des situations un peu particulières. Dans la grande majorité des cas, les gens sont partis à la retraite à taux plein, à l'âge légal, et dans ce cas de figure, le cumul emploi-retraite est complètement libre. Très bien. Alors, on va rester en ligne là pour les questions sur le chat. Dans tous les cas, on se retrouve pour notre dernière webconférence là, du semestre, le 19 juin prochain. On fera un point sur GUSO, d'entrepreneurs de spectacle vivant, même si ce n'est plus le terme utilisé maintenant. On verra l'articulation dans ces situations-là, ça mérite justement un. Et je serai accompagné pour le coup de certains responsables du GUSO. Voilà, on fera une co-animation comme on a fait aujourd'hui. Mais on bascule tout de suite sur le chat. Alors, je ne sais pas si Bettina, tu nous dis s'il y a des questions qui sont en mode favori ou bien. Il y a eu beaucoup de questions sur la surcote et beaucoup de questions sur la surcote avec la retraite progressive. Donc là, donc je pense qu'il y a peut-être aussi une problématique, un mélange entre la surcote et le cumul emploi-retraite. En fait, les deux éléments se mélangent un petit peu au niveau réglementaire. Alors, si on fait un petit point là-dessus. Donc, la surcote au niveau du régime de base de sécurité sociale. Donc, elle s'applique dès lors que je travaille après le moment où je remplis les conditions pour obtenir ma retraite à taux plein et après l'âge légal. Donc, si, on va prendre un exemple, à 62 ans, je n'ai pas le nombre de trimestres, je continue à travailler, là, je n'ai pas de surcote. J'obtiens finalement le nombre de trimestres qui me permet d'obtenir ma retraite à taux plein un 1er février à 63 ans et demi. Et que là,
je pourrais donc partir à la retraite à taux plein et bénéficier de l'intégralité de mes droits. Si je choisis de continuer à travailler, je vais avoir donc l'application de cette surcote à la sécurité sociale. Simplement, si j'avais droit à ma retraite à taux plein au 1er février, sur février-mars, puisque là je suis sur un trimestre civil en cours, je n'aurai pas de surcote. La surcote va commencer à être calculée à partir du 1er avril, puisque, comme je le disais tout à l'heure, elle s'applique sur un trimestre civil plein travaillé après la date à laquelle je pourrais obtenir ma retraite à taux plein. Donc, on est bien dans ce principe-là. Quand je suis en retraite progressive, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, la retraite progressive, c'est une anticipation en fait du départ à la retraite où je vais diminuer mon activité en passant à temps partiel, mais sur la partie où je continue à travailler, je continue à acquérir des droits. En fait, c'est comme son l'indique une retraite progressive, mais on n'a rien à voir avec le cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite, je cesse mon activité, je touche toutes mes retraites et je retravaille derrière. La retraite progressive, c'est j'ai au moins 60 ans, parce qu'il y a certaines conditions, donc j'ai au moins 60 ans, 150 trimestres, et là, je diminue mon temps d'activité, donc je perds en rémunération, et pour compenser, entre guillemets, partiellement cette perte, je peux demander à bénéficier de ma retraite progressive et donc percevoir une partie de mes droits à la retraite, aussi bien sécurité sociale que régime complémentaire. Donc, évidemment, entre 60 et 62, même si je suis en retraite progressive, je ne génère pas de surcote, puisque je vous le dis, la surcote ne peut démarrer qu'après l'âge légal de 62 ans. Mais par contre, si j'ai droit à ma retraite à taux plein à 62 ans, mais que je fais le choix de rester en retraite progressive, je vais générer de la surcote de la même façon. Et ça peut être justement un moyen assez intéressant de gérer sa fin de carrière en diminuant malgré tout son temps d'activité, parce que des fois ça devient un peu plus dur, et quand même en réfléchissant à améliorer le montant de ma future retraite par rapport à la mise en place de la surcote. Mais on peut tout à fait avoir les deux. Ouais. Oui, j'ai une question assez précise sur une indemnité de rupture conventionnelle, enfin un cas de rupture, quand on quitte la société de rupture conventionnelle, et qu'en fait l'indemnité que l'on va percevoir est supérieure à l'indemnité de base, et on veut savoir comment ça va se passer après dans le calcul de la retraite. Donc là, c'est assez précis, c'est particulier. Le principe, c'est dès lors que l'indemnité est soumise à cotisation, ça génère des droits. C'est ça. Peut-être on n'a pas bien compris la question, je sais pas. Non, mais parce que parce que peut-être tout ne sera pas cotisé, en fait. C'est ça. Le montant d'indemnité. Mais j'allais dire, la réponse est dans la question. Hein. La partie de l'indemnité qui est soumise à cotisation, par définition, elle est soumise, elle va générer des droits. Si une partie de l'indemnité que je perçois est hors cotisation, par définition, elle ne générera pas de droits. Sachant que même pour la partie soumise à cotisation, n'oubliez pas que pour le régime de base, je reste plafonné au plafond annuel de sécurité sociale. Donc là-dessus, ça en général, pas d'impact, c'est plutôt une attribution de points de retraite complémentaires en plus qui va venir se rajouter. Pardon, je vois une question de Florence qui dit « Qui peut payer un complémentaire, l'employeur ou le salarié ou les deux ?» Alors, si on parle bien de la retraite complémentaire pour les salariés, vu que les questions c'est employé ou salarié, elle est calculée sur le bulletin de salaire et il y a une partie des cotisations qui sont à la charge du salarié et une partie des cotisations à la charge de l'employeur, donc les deux. Les deux, voilà. Maintenant, si vous évoquiez la retraite supplémentaire, donc les cas de figure on a évoqué tout à l'heure sur donc des placements financiers cette fois, là, en fait, ça va dépendre un peu des situations. Il y a des contrats où, effectivement, seul le salarié finance, des contrats où l'employeur peut abonder. Enfin, voilà, ça va dépendre de la nature du contrat. Là, on redemande des précisions sur le cumul emploi-retraite. Comment faire ? Comment faire pour mettre en place le cumul emploi-retraite, c'est très simple. Hein. J'ai cessé mon activité, j'ai pris ma retraite. Derrière, je retravaille. Il faut juste signaler à vos institutions de retraite que vous reprenez une activité pour que nous, on puisse vérifier si vous êtes dans le cadre du cumul emploi-retraite libre. Et donc, à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Ou si effectivement, vous êtes dans une situation où vous êtes sur le cumul emploi-retraite limité, et on va vous donner donc le montant, entre guillemets, de salaire à ne pas dépasser. Mais c'est aussi simple que ça. Hein. Derrière, il faut juste faire attention à signaler cette situation, c'est tout. Et je vois Hervé qui nous dit la retraite complémentaire des TNS.
est-elle équivalente à celle des salariés ou faut-il la compléter via un autre dispositif? Alors là, clairement, c'est pas purement équivalent, hein. On sait très bien que, surtout dans le passé, au jour d'aujourd'hui, les deux sont de plus en plus proches. Mais c'est vrai que dans le passé, il y avait quand même un déséquilibre et la retraite des travailleurs non salariés, même sur les bases obligatoires, elle était quand même inférieure. Donc oui, en général, il valait mieux compléter par un Madelin, effectivement, ou par n'importe quel autre produit d'épargne qui vous convient pour compléter ça. Mais j'allais dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est presque une règle qu'il faudrait mettre en place pour tous, puisque la retraite des salariés, elle aussi, entre guillemets, elle baisse, non pas en valeur absolue, mais en ce qu'on appelle en taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de ma retraite par rapport au niveau de mon dernier salaire. Ça, c'est quelque chose qui baisse au fil du temps. Et je vais dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est bienvenu pour quasiment tout un chacun d'anticiper et de prévoir, alors soit effectivement un complément de ressources, ou alors une organisation personnelle qui va permettre de mieux vivre sa retraite. Mais on est bien d'accord. Valérie nous dit, quand on est travailleur indépendant, est-ce qu'on a accès à la retraite complémentaire? Comment ça, on peut rappeler le Alors, il y a, comme on disait tout à l'heure, un régime de retraite obligatoire, donc la retraite complémentaire des indépendants, le RCI, qui est là aussi, alors c'est un peu bizarre, parce que avant c'était des régimes séparés, hein. Vous aviez le RSI, le régime social des indépendants, qui gérait la base et la complémentaire. Vous savez que maintenant, ce régime a été, entre guillemets, fusionné avec le régime de sécurité sociale, et on a donc maintenant la sécurité sociale des indépendants, mais les régimes de base fonctionnent pareil, et il y a toujours ce RCI, ce régime complémentaire des indépendants, mais qui est géré par la sécurité sociale. Voilà. Donc, on rejoint un peu ce qu'on disait précédemment. Il y aura de toute façon des régimes obligatoires, base et complémentaires, mais ça peut être judicieux, malgré tout, de prévoir quelque chose en complément de son côté. Juste pour Valérie, donc, le travailleur indépendant, la retraite complémentaire est obligatoire et donc il y a une démarche à faire. Pour le coup, si on va sur le site de la Sécurité sociale, on trouve les informations pour tout à fait. Les modalités de cotisation. Et Nadia nous dit, j'ai pas bien compris l'histoire des 150 SMIC horaires. Alors, elle n'est pas la seule, sûrement. C'est vrai que c'est un système un peu bizarre, hein. On pourrait imaginer une validation purement calendaire, mais ce n'est pas le cas. En fait, dites-vous bien que quand vous travaillez, vous achetez vos trimestres. Et donc, ce trimestre, pour l'acheter au travers de ces cotisations, il a un coût. Et ce coût correspond à un niveau de rémunération, on l'a dit tout à l'heure, qui est à peu près de 1 600 € bruts en termes de salaire en 2022. Et en fait, ce paramètre des 1 600, en fait, il correspond à 150 fois le SMIC horaire. Voilà, c'est-à-dire que chaque fois que le SMIC horaire, chaque fois que le SMIC évolue, et donc forcément le SMIC horaire, le coût d'achat du trimestre, il évolue lui aussi dans le même temps, puisque c'est ce paramètre-là qui sert à déterminer le montant de rémunération qu'il faut avoir pour acheter un trimestre cotisé. Voilà. Jean-Marc nous parle du cumul, tu es dessus? Oui, je ne sais pas. Parfait. Non, mais donc, oui, Jean-Marc, s'il a cumulé travailleurs salariés et travailleurs non salariés, comment se fait le calcul? Alors, le calcul pour le régime de base, et d'où la fusion entre l'ancien RSI, régime social des indépendants et la Sécu, c'est que maintenant, pour la partie de base, il se fait de la même façon. C'est-à-dire que la sécurité sociale va regrouper toutes les rémunérations perçues, aussi bien en tant que salarié qu'en tant que non salarié, et donc toujours avec le principe de plafond, déterminer les 25 meilleurs. D'ailleurs, on parle de la réunification, entre guillemets, entre la base de sécurité sociale des salariés et le régime de sécurité sociale des indépendants. N'oublions pas que dans le lot, il y a aussi le regroupement avec la MSA, la mutuelle sociale agricole. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces trois ex-grands régimes de base agricoles, salariés, indépendants ne font maintenant plus qu'un, et on a bien une liquidation unique des régimes de base avec le même mode de calcul, donc les 25 meilleures années, le plafonnement et le taux appliqué à cette moyenne des 25 meilleures années. Ok. Je crois qu'on a dû arriver au bout des questions-réponses. Alors, effectivement, le 19 juin, je me suis un peu emballé,
notre prochaine webconférence, ça sera le 16 juin, voilà, et qui doit être, si tout se passe bien, un jeudi, et non pas le 19 juin, qui est un dimanche. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric, Merci pour à toi, cette Pascal. présentation. Merci, Bettina. Excellente fin de journée à tous, et on se retrouve, si vous le voulez bien, le mois prochain. À bientôt. Alors moi, j'ai juste pas répondu. T'as fermé ou pas le chat? Parce qu'il y a